Bonsoir tout le monde. Alors, je suis très heureux. Mon nom, c'est Louis Hull. Je suis le coordonnateur des instituts du Centre Franco et de la série de conférences Propulsion. Alors, ça me fait très plaisir ce soir de vous souhaiter la bienvenue à la première formation dans le cadre des instituts d'hiver. S'il y en a qui ont participé la semaine dernière, ben, on était aux instituts en continu. Ce soir, ce sont les instituts d'hiver qui débutent avec la présentation de Gaël Dussault-Bacon et ça s'intitule Miser sur la littérature jeunesse. Donc ce soir, on va parler de littérature, on va parler de livres qui pourraient être intéressants. Et puis moi, je dois vous avouer que j'ai vu la présentation et ça vaut vraiment la peine. Alors, je viens juste en terminant vous dire que si vous avez des questions, puis je pense que Gaël va le dire tantôt, eh bien, on n'est pas un grand groupe, donc vous pouvez soit écrire votre question dans la boîte de clavardage ou encore utiliser votre micro. Entre-temps, si on vous suggère que votre micro soit en sourdine, mais vous, comme j'ai dit tantôt, il y en a peut-être qui n'étaient pas là, vous pouvez allumer votre caméra et puis ça nous fera plaisir. Alors, voilà, donc c'est parti. Gaël, c'est à toi. Bien, merci beaucoup, Louis. Alors, bienvenue à la formation misée sur la littérature jeunesse. Comme Louis le dit si bien, on va parler de littérature jeunesse, mais aussi beaucoup de planification. Comment utiliser la littérature jeunesse dans notre planification en littératie, donc autant en écriture qu'en lecture. On va se limiter à ça pour nos 2 heures aujourd'hui. On verra communication orale et les autres matières peut-être à un autre moment donné. Dans le clavardage, j'ai mis le formulaire de présence. Alors, si vous pouvez juste remplir rapidement avec votre nom et votre courriel. Donc, je me présente. Mon nom est Gaëlle Dussault-Bacon. Je suis enseignante depuis 2012. J'ai enseigné à plusieurs niveaux, que ce soit de la maternelle jardin jusqu'au secondaire. J'ai été conseillère pédagogique aussi et j'adore la littérature jeunesse et la technologie. Je vous ai mis mon courriel ici. J'ai aussi une page Facebook qui s'intitule La classe de Madame Gaëlle, un Twitter qui est Madame Gaëlle, un Instagram Madame Gaëlle. Vous voyez que je suis très originale dans mes noms. YouTube, j'ai une piste de lecture qui s'appelle Démystifions la citoyenneté numérique et j'ai aussi la classe virtuelle de Madame Gaëlle. Donc, vous pouvez me rejoindre aussi sur ces réseaux-là. Alors, pour commencer, dans le fond, maintenant que moi, je me suis présentée, c'est à votre tour. Alors, dans la boîte de clavardage, vous pouvez écrire de quelle région vous venez et à quel niveau vous enseignez. Ça va aussi me donner une bonne idée pour les prochaines interventions. Ottawa, 3e année. Orléans. 5e, 1e, 3e, 4e. Oh, j'ai juste des niveaux conseillère pédagogique, Ottawa 4-5. OK. Alors, j'ai quand même une 5e année, 3-4. Enseignement ressources. J'ai des gens d'un peu partout aussi. Wow! Super! Alors, je vois que j'ai beaucoup de gens aussi du moyen, mais j'ai quand même les extrémités, 1e année, 4e, 5e année. La formation aujourd'hui, elle est vraiment pour tous les niveaux. C'est sûr que ce n'est pas évident toujours de parler des niveaux de 1e à 6e année. Je sais qu'il y a une très, très grosse différence dans de ce qu'on enseigne de la 1e à la 6e année, mais j'ai quand même essayé de rejoindre tous les niveaux dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On va faire une première activité brise-glace avant de vraiment entamer la formation. Oups! Il faut que je vous dise les consignes. On va jouer à la caméra des ressemblances. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu-là. Dans le fond, la caméra des ressemblances, c'est qu'on ferme toute notre caméra et quand je dis une affirmation, si l'affirmation est propre à vous, vous ouvrez votre caméra. Et si elle n'est pas propre à vous, vous la fermez. Alors, on va fermer notre caméra tout le monde ensemble. Et là, je ne vois plus personne. Et la première affirmation. J'ai déjà lu des livres d'Élise
Gravel. Alors, si c'est vrai, vous ouvrez votre caméra. Sinon, vous pouvez garder votre caméra fermée. Oh, je vois des caméras qui s'ouvrent. Super. Alors, il y a des gens qui connaissent Lady Gravel. Maintenant, j'adore feuilleter des livres à la librairie. Alors, si on aime ça, on laisse la caméra ouverte. Sinon, on peut fermer la caméra. Oh, j'ai des caméras qui se sont fermées, des caméras qui s'ouvrent. Oh, plein qui s'ouvrent. Oh, super! Il y en a plein qui aiment ça, feuilleter des livres à la librairie. J'ai déjà lu la série complète de Harry Potter. Ah, des caméras qui se sont éteintes un petit peu. Ah, mais moi, je vois un poster d'Harry Potter. Super. Ensuite, j'aime lire des romans policiers. Excusez, j'ai comme vu quelque chose sur mon écran. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez vu ça. OK. On va continuer. Et je suis excitée d'écouter la suite de la formation. Ah, c'est correct si la caméra ne fonctionne pas. Je comprends tout à fait. Super. Alors, on va continuer. Pour une raison, pour une autre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Est-ce que vous, comme... Louis, je m'excuse encore. Je sais que... Il n'y a pas de problème. Je suis avec toi là, oui. C'est que là, je vois vraiment... C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui était apparu sur mon écran. Je ne sais pas. Est-ce que les autres aussi ont vu ça? Qu'est-ce qui est apparu? Ben là, c'est disparu déjà. OK. Mais c'est comme si là, je voyais juste les pastilles. Là. Je vois vraiment plus personne. OK. Ben écoute, nous, on te voit. OK. Et C'est ça que puis, c'est on bon. voit les gens qui ont la caméra allumée, puis on t'entend très bien. Puis, OK. on voit aussi Activité Brise-Glace, ton partage d'écran. Excellent. Donc, je suggère que tu continues. Puis, si jamais je suis là, s'il y a quelque chose. OK. Merci, Louis. Alors, on va continuer. Pour moi, c'est vraiment important quand j'offre une formation de savoir vraiment ce que vous voulez apprendre. C'est sûr que j'ai planifié des choses, mais d'avoir vraiment ce que vous voulez apprendre, c'est super important pour moi. Alors ici, on va faire un petit Mentimeter. Je vous mets le lien dans le clavardage. Et vous faites simplement écrire ce que vous voulez apprendre dans la formation. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher ici les réponses. Alors, les réponses devraient apparaître simultanément avec ce que vous écrivez. Tout le monde a accès au lien, ça va bien? Ce que vous voulez apprendre ou ce que vous voulez voir. Le lien, il est gelé aussi. Est-ce que tu vois au moins le partage d'écran? Sinon, tu peux l'écrire dans le clavardage, c'est correct aussi. Alors ici, je vois déjà des réponses, avoir des idées comment bien enseigner la littératie aux élèves, des stratégies pour enseigner l'écriture avec la littérature jeunesse. Super, jusqu'à maintenant, ces 2 points-là, je vais les toucher aujourd'hui. Comment m'y prendre pour planifier avec la littérature jeunesse? Excellent. Alors, je suis pas mal contente parce que c'est vraiment dans cette lignée-là qu'on s'en va ensemble pendant la formation. Donc, comme vous pouvez le voir, la formation, c'est une formation qui va être très interactive. Alors là, j'ai mis ici, ça va peut-être être difficile de suivre à 100% avec les yeux fermés.
Donc, merci de votre participation. Pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Que ce soit dans le clavardage, que ce soit lever la main, comme Louis l'a dit tout à l'heure, on est quand même un petit groupe ce soir. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, de soit les poser dans le clavardage ou de lever la main. Donc, comme je l'ai dit, la formation, c'est une formation qui est pour vous. Posez vos questions, vos commentaires dans la boîte de clavardage. Et ici, j'ai mis une affiche d'Élise Gravel qui dit « C'est normal de ne pas tout comprendre et poser les questions est une bonne idée ». Donc, on dit souvent à nos élèves, c'est le même principe aussi nous comme adultes, quand on apprend, quand on va dans les formations. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc, voici la table des matières. Voici ce que j'ai préparé pour vous ce soir. Donc, je les ai séparés en chapitres pour faire quand même thématique. Alors, chapitre 1, enraciner une culture de littérature jeunesse. Chapitre 2, une planification efficace. Chapitre 3, l'évaluation, car qui dit planification dit évaluation. Et chapitre 4, pour aller un peu plus loin. Donc, chapitre 1, enraciner une culture de littérature jeunesse. Je vous ai développé une théorie d'action ici qui aide vraiment à savoir comment est-ce qu'on peut vraiment enraciner cette culture de littérature jeunesse-là dans notre salle de classe. Alors, elle va comme suit. Si l'enseignant enseigne à partir de la littérature jeunesse, alors les élèves vont développer ces habiletés de lecteur tout en développant le plaisir de lire et d'écrire des récits 5 étoiles. Donc, la lecture, elle est partout. La lecture, elle est dans toutes les matières, même en mathématiques. Quand un élève lit une résolution de problème, c'est aussi de la lecture, même s'il doit mettre en application des concepts mathématiques, ça reste que la résolution de problème est aussi de la lecture. Alors, vraiment, c'est l'intégration de cette lecture-là dans notre quotidien. Donc, la littérature jeunesse, c'est pour tout le monde. Je suis vraiment contente de voir que le groupe ce soir, c'est un groupe qui est très diversifié. J'ai vraiment des enseignants de plusieurs niveaux, des enseignants spécialisés dans différentes sphères. Alors, je suis vraiment contente parce qu'effectivement, la littérature jeunesse, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les types d'apprenants, que ce soit les élèves apprenant de la langue, que ce soit les élèves en difficulté d'apprentissage ou autres types d'élèves, que ce soit les plus jeunes ou les plus vieux. La littérature jeunesse, elle est pour tout le monde. Je vais mettre un bémol aussi par rapport à l'âge proposé sur les livres. Parce que souvent, quand j'entends parler des gens, j'entends autour « Ah, mais en arrière, c'est écrit que c'est à partir de 10 ans » ou « C'est écrit que c'est pour 5-6 ans ». Donc, moi, je ne lis pas ça parce que mes élèves sont plus vieux ou sont plus jeunes. Mais je veux juste mettre un bémol par rapport au fait que oui, l'âge nous sert de guide. Ça nous aide à savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec ce livre-là. Est-ce que les élèves de notre niveau sont capables de lire le livre? Mais il faut aussi se rappeler que nous, comme enseignants, on enseigne la lecture et c'est correct d'avoir des livres un peu plus complexes à leur montrer quand nous, on enseigne cette lecture-là. Et vous allez voir un peu plus loin, je vais vous en parler, je vais détailler ça un petit peu plus. Donc, ce que je veux dire avec ce message-là, c'est vraiment que vous enseignez en maternelle. Bon, mais là, il n'y a personne ici dans le groupe qui enseigne en maternelle ou en 6e année. Les messages véhiculés ce soir sont pour tous les niveaux. Je vois dans le clavardage, justement, je lis des albums constamment, excellents, puis des albums jeunesse, même si c'est écrit à prime abord pour des plus jeunes, ça n'empêche pas que dans vos niveaux plus hauts, les 5e ou les 6e, vous pouvez aussi encore exploiter les albums jeunesse. Puis on va en discuter ensemble un peu ce soir. Désolée. Il suffit d'y croire comme enseignant, effectivement, parce que si on croit qu'on peut enseigner avec un album jeunesse à nos élèves, même s'ils sont plus vieux,
ou même enseigner avec des documentaires avec les plus jeunes, parce qu'on voit quand même des documentaires avec les plus vieux, mais des fois avec les plus jeunes, on lit beaucoup de textes narratifs. Mais vous pouvez intégrer aussi des documentaires avec ces élèves-là, avec vos élèves, même si ils ne comprennent pas nécessairement les mots. Ils vont regarder les images et ils vont se faire des idées. Et vous pouvez lire le petit paragraphe des fois à côté des documentaires. Mais vraiment, par où commencer pour cette instauration-là de la littérature jeunesse? Premièrement, c'est d'établir un espace pour la littérature jeunesse dans votre classe. Est-ce que c'est un espace fixe? Est-ce que c'est un espace qui n'est pas fixe? Est-ce que vous avez une bibliothèque dans votre classe? Est-ce que vous avez plusieurs endroits dans votre classe qui peuvent servir d'espace pour la littérature jeunesse? C'est vraiment d'avoir ça en tête. Où est-ce que vous voyez la littérature jeunesse? Moi, cette année, j'enseigne en maternelle jardin. Je sais qu'il y a personne qui est en maternelle jardin dans le groupe, mais en maternelle jardin, j'ai un espace une bibliothèque, mais j'ai aussi dans mes différentes sphères des livres pour que mes élèves ils puissent les feuilleter, puissent faire des idées. On s'entend qu'en maternelle jardin, ils ne savent pas lire encore, ou très, très peu d'élèves de ma classe le savent. Alors, c'est vraiment pour travailler leur imagination. Deuxièmement, établir un bloc de lecture à voix haute à tous les jours. Puis là, ici, le à voix haute, c'est par l'adulte. Nos élèves ont besoin d'avoir des modèles de lecteurs. Puis c'est qui les modèles de lecteurs? C'est nous. C'est nous comme adultes parce que nous, on sait comment lire un texte narratif. On sait comment lire un texte d'opinion. On sait comment lire un texte informatif. Puis on sait comment lire, c'est dans notre intonation quand on lit un texte. On s'entend quand vous lisez une histoire et quand vous lisez un texte informatif, vous ne mettez pas le même ton de voix, la même tonalité quand vous lisez. Mais les élèves ont besoin d'entendre ça, d'entendre ce modèle de lecture à voix haute. Alors, votre bloc de lecture, est-ce que c'est une heure du conte? Est-ce qu'en revenant du dîner, je vois souvent ça, une période de lecture. Dans cette période de lecture, peut-être qu'on peut prendre un petit groupe. Puis vous, comme adulte, vous pouvez prendre le roman que votre élève lit et le lire pour cette période-là. Ce n'est pas obligé d'être un bloc d'une heure. Ça peut être juste un bloc de 15 minutes, 20 minutes, mais au moins ou 5 minutes, si c'est ça que le temps vous permet. Mais il doit y avoir un moment dans votre journée que vous lisez à voix haute à vos élèves. Ce n'est pas obligé d'être une histoire. Ça peut être en sciences, vous enseignez sciences, vous voulez leur apprendre sur les mammifères, vous pouvez lire un texte sur les mammifères à vos élèves. Donc là, je l'ai dit, je vais répéter encore, les élèves ont besoin d'entendre des modèles de lecteurs. Et c'est nous les modèles de lecteurs. Les élèves ont besoin d'apprendre à lire aussi, puis ils ont besoin d'avoir du temps de lecture. Mais aujourd'hui, je veux vraiment, vraiment mettre l'emphase sur l'importance que nous, comme adultes, on lit à voix haute à nos élèves. Ah, bonne idée. Je vois dans le clavardage, Louise, merci du partage. Alors, elle place des livres jeunesse près des babillards des différents domaines. Super bonne idée. Pendant la collation, très bonne idée aussi de lire aux élèves pendant la collation. Alors, j'aime ça, vos partages comme ça. Merci beaucoup de partager et de participer dans le clavardage. J'entends souvent, mais j'ai pas le temps. C'est vraiment souvent une des phrases que j'entends le plus souvent comme enseignante, puis probablement, et moi je l'ai dit, je l'ai déjà dit, et je suis persuadée que je ne suis pas la seule ici qui l'a déjà dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est vrai qu'on n'a pas le temps, on en a beaucoup sur notre assiette comme enseignant, mais la littérature jeunesse, l'avantage, c'est que cette stratégie d'enseigner à partir de la littérature jeunesse va tellement vous faciliter la tâche parce qu'elle va aller chercher différents aspects de votre enseignement et c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Tout de suite après, on peut voir justement que la planification efficace.
Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que juste un petit pouce en l'air, un oui dans le clavardage ou un non dans le clavardage aussi? Est-ce que je vais trop vite? Des fois, je peux m'emballer. J'aime beaucoup la littérature jeunesse, alors des fois, je peux parler, puis ça va comme... Ça va? Excellent. Super. Bon, ben, je suis contente que ça va bien. On va continuer. Alors, on y va. Hein? Regardez-moi comment je suis excitée d'aller faire de la planification. La planification efficace. Alors là, le mot efficace est important parce qu'on planifie, puis des fois, on planifie, puis on fait l'enseignement, puis ensuite, on se rend compte que nos élèves n'ont pas appris autant qu'on voulait qu'ils apprennent avec le temps de planification qu'on a mis. Alors là, je veux vraiment qu'on parle de planification efficace. Donc, par efficace, c'est une planification qui va vous être utile demain matin, si vous voulez l'utiliser demain matin, ou peut-être la semaine prochaine, peut-être dans un mois, c'est correct aussi, mais qui va être utile et qui va avoir des résultats positifs chez vos élèves. Donc, premièrement, il faut enseigner la lecture. Ici, je vous ai mis un de mes documents favoris. J'adore ce document-là. Je vais cliquer dessus, je vais aller vous le mettre dans le clavardage aussi, le lien. Donc, ce document ici, pour un enseignement efficace de la lecture et de l'écriture, une trousse d'intervention appuyée par la recherche. Je sais que c'est une grosse trousse, hein? On voit 148 pages, c'est très, très long. On n'a pas toujours le temps, évidemment, de lire 148 pages, mais moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller regarder la table des matières et d'aller sélectionner les aspects dans la table des matières qui vous intéressent et qui sont propres à vous présentement comme enseignant. Tout ce que j'ai lu dans cette trousse-là était très pertinent. J'ai beaucoup aimé cette trousse et je l'utilise encore beaucoup pour me rappeler certains concepts à voir avec mes élèves et aussi quand on parle dans des CAP, par exemple, avec les équipes, on en discute. Aujourd'hui, je veux qu'on parle des mythes sur la lecture parce qu'il y a beaucoup de mythes sur la lecture. Puis dans ce document-là, ils en énumèrent 8. On ne va pas lire les 8 ensemble. Je veux vraiment qu'on lise le premier seulement. Donc, qui est le mythe 1. Apprendre à lire est un processus tout aussi naturel qu'apprendre à parler. Ça, c'est un mythe. Alors, on croyait autrefois que la lecture se développait naturellement lorsque l'enfant avait la maturité requise. Twyman, 2007. L'état des connaissances issues de la recherche. Les résultats de décennies de recherche remettent en question la croyance selon laquelle les enfants apprennent à lire de façon naturelle. Alors que le langage oral se développe de cette façon, à partir de la naissance, et que l'exposition à la langue des locuteurs natifs suffit à déclencher l'acquisition du langage chez les nourrissons, il en est autrement du développement de la littératie. La lecture correspond à une adaptation culturelle qui doit être enseignée. Alors, c'est important de l'enseigner contrairement à l'oral. À partir de 6 mois, les enfants développent des habiletés liées à la lecture. C'est pas, ils n'apprennent pas à lire des dissertations, évidemment, hein, vous comprendrez bien. Mais à 6 mois, une habileté liée à la lecture, ça commence aussi bien par comment on tient un livre du bon côté, comment on tourne les pages. Donc, c'est ça la base des habiletés de la lecture. Alors, il y a tout ça qu'on doit enseigner aux enfants. J'aimerais lire juste le titre des autres mythes avec vous avant de passer à la prochaine diapo, si on veut. Donc, le mythe 2, avec le temps, tous les enfants finissent par apprendre à lire. C'est un mythe. Mythe 3, si un enfant est dyslexique, on ne peut pas l'aider. Mythe 4, si l'enfant arrive à l'école moins bien préparé que ses pairs au regard de la lecture, il ne pourra jamais les rattraper. Mythe 5, après la 3e année, les enfants ont complété leur apprentissage de la lecture. Mythe 6, les enfants peuvent apprendre à lire en s'appuyant principalement sur les indices fournis par le contexte. Mythe 7,
C'est à force de lire, lire et relire que se développe la compréhension en lecture. Et mythe 8, l'orthographe de la langue française est tellement irrégulière et comporte tellement d'exceptions qu'elle est difficile à enseigner. Donc ça, ce sont les 8 mythes développés dans ce document. Je vous invite à les lire à un autre moment pour vous rassurer, peut-être pour en comprendre davantage. Il y en a peut-être qui vous surprennent. Moi, il y en a qui m'ont surpris aussi. Alors, c'est pour ça que je vous ai partagé ce document-là. Je vous ai placé ici le guide d'enseignement efficace de la lecture de la maternelle à la 3e année. Je sais que c'est jusqu'à la 3e année. Je suis consciente aussi que dans le groupe, il y a des enseignants qui enseignent au-delà de la 3e année. Mais dans ces pages-là, donc dans les pages 26 à 38, il y a vraiment, c'est vraiment important de lire. On va lire ces pages-là. Vous allez lire ces pages-là pour vraiment voir comment on peut intégrer des concepts dans notre lecture. Alors, je vous mets le lien du guide d'enseignement efficace dans le clavardage. Donc, je l'appelle GEE pour guide d'enseignement efficace. Et je vous invite à lire ou à parcourir les pages 26 à 38. J'ai mis aussi un Jamboard pour qu'on puisse échanger un peu. Alors ici, je vais vous mettre le Jamboard aussi dans le clavardage. Oui, Louise, je vais repartager le lien de la présentation. Donc ici, dans le Jamboard, je vous invite à prendre un pense-bête ici et juste écrire des notes de ce qui vous a marqué. Donc, je les ai séparées. J'ai séparé par les composantes d'un programme efficace de lecture. Donc, ça, c'est aux pages 26 à 29. Ensuite, l'acte de lire et l'accompagnement en lecture, qui sont aux pages 32 à 34. Le rôle et le degré de soutien de l'enseignant et l'enseignante et les zones de développement, pages 35 et 36. Et finalement, les zones de développement et les techniques de soutien, pages 37 et 38. Donc, comme je l'ai dit, je suis consciente que ce soit le guide d'enseignement efficace de la lecture de la maternelle à la 3e année. Mais ceci dit, les éléments qui se retrouvent à l'intérieur de ce guide-là sont aussi pertinents pour les enseignants de 4, 5, 6. Alors, je vous laisse du temps un petit peu pour lire. En fait, je vais vous laisser un petit 5 minutes. Pendant ces 5 minutes-là, vous pouvez lire, parcourir. Vous pouvez aussi aller vous dégourdir les jambes. Je sais que qu'est-ce qui s'en vient? On parle de planification. Alors, on va y aller tranquillement ensemble. Mais peut-être que vous avez besoin de 5 minutes au préalable pour peut-être aller se dégourdir un peu les jambes ou aller chercher un petit verre d'eau. Donc, je parle de 5 minutes ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc là, présentement, je vous laisse du temps à lire les pages 26 à 38. Louis, je t'ai mis le lien de la présentation. Merci, Gaëlle. Ça me fait plaisir.
Alors, il vous reste un petit peu moins que 30 secondes. Alors, on va revenir ensemble. Je vois qu'il y a des... je vois qu'il y a des personnes qui ont participé dans le Jamboard. Super. Alors, ça, c'est le Jamboard, c'est vraiment un document collaboratif pour vous. On est ensemble, c'est en virtuel, on est quand même un petit groupe. Alors, je pourrais peut-être, s'il y a des personnes qui veulent partager en levant la main, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce qui vous a surpris, quelque chose, est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager? Sinon, c'est correct aussi. Dans le Jamboard, c'est parfait. Alors, on va continuer. Dans le fond, je voulais vraiment que vous preniez le temps de lire cette partie ici. C'est sûr que c'est plus difficile, comme je dis, en virtuel, d'en discuter ensemble et tout, mais je voulais qu'on prenne le temps de lire ensemble cette section-là du guide d'enseignement efficace pour que vous puissiez avoir en tête ce que je vais parler dans les prochaines diapositives, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs concepts qui sont évoqués dans les guides d'enseignement efficace. Je vais aussi en parler un petit peu plus loin quand va venir le temps de la planification. Et tout ça c'est important pour la planification parce que c'est important de savoir quelles sont les stratégies efficaces qu'on peut utiliser dans notre classe pour nos élèves. Vous avez toujours accès au Jamboard en tout temps. Je ne vais pas l'effacer. Alors, si jamais vous voulez rajouter des choses éventuellement ou vous voulez même retourner voir les réponses des autres participants, vous êtes les bienvenus. Ça va être encore disponible. Donc, comment on fait ça? Comment on fait une planification maintenant pour la littérature jeunesse? J'ai vu tout à l'heure, au début de la formation, quand je vous demandais qu'est-ce que vous vouliez apprendre de la formation, j'ai vu des idées comment bien enseigner la littératie, des stratégies pour enseigner l'écriture, pour planifier avec la littérature jeunesse, la grammaire. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'on va parler ensemble, qu'on va pouvoir mettre en place dans votre planification de la littérature jeunesse, à partir de la littérature jeunesse. Mais d'abord et avant tout, pour planifier avec la littérature jeunesse, c'est important d'explorer la littérature jeunesse. Alors ici, je vous ai mis 2 suggestions. Tout d'abord, vous inscrire. Il y a beaucoup de groupes sur Facebook, si jamais vous avez ce réseau social, qui partagent des idées de littérature jeunesse. Alors, il y a Enseigner avec la littérature jeunesse, qui est un super groupe aussi. Il y a plusieurs groupes. Si vous mettez littérature jeunesse comme recherche, il y en a plusieurs que vous allez pouvoir voir. Et souvent, les personnes vont poser des questions à propos d'un thème, puis là, vous allez pouvoir lire les commentaires et vous donner des idées par rapport à un thème, quelle pourrait être une bonne lecture à faire avec vos élèves. Je vous encourage aussi d'en parler avec votre entourage, des amis, des collègues, bibliothécaires de l'école ou de votre ville. Ensuite, une fois qu'on connaît quand même bien la littérature jeunesse, même si vous en connaissez un peu, c'est correct aussi, on peut passer à l'intention. Quelle est votre intention à enseigner avec la littérature jeunesse? Pourquoi cet album-là? Qu'est-ce que vous allez rechercher dans cet album-là? Qu'est-ce que vous voulez cibler dans l'album? Ensuite, faire l'enseignement explicite. Comment vous allez vous y prendre? Qu'est-ce que vous allez planifier? Quelles seront les activités que vous allez faire par la suite? Est-ce que ça va être des activités en lien avec la lecture? Est-ce que ça va être des activités en lien avec l'écriture? Et finalement, l'évaluation. Comment vous allez l'évaluer? Alors, on va passer au travers de ces
4 piliers-là pendant la formation. Alors, c'est pour ça que je vous dis que là, la planification, là, c'est un gros morceau on va passer au travers ensemble. Donc, d'abord, explorons la littérature jeunesse ensemble. Ici, je me dis, si vous êtes inscrit à cette formation ici, c'est parce que vous aimez beaucoup la littérature jeunesse et vous y croyez aussi. Donc, dans ce Jamboard-là encore ici, je vais vous le mettre dans le clavardage. C'est un autre document de partage. Et voilà, c'est un autre document de partage pour écrire le titre de votre album jeunesse préféré. Si vous avez déjà travaillé avec cet album jeunesse-là et que ça a été un franc succès dans votre classe, vous pouvez écrire qu'est-ce que vous avez vu avec cet album jeunesse-là. Pourquoi est-ce que ça a tellement bien fonctionné avec vos élèves? Ça peut être juste aussi un titre d'un album jeunesse ou même un auteur. Ici, là, c'est vraiment, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je cherche juste vraiment à ce qu'on ait une façon de réseauter ensemble pour qu'on puisse avoir des idées. Super, c'est intéressant. Alors, il y a du Robert Munsch, effectivement. Nibi a soif, très soif. La corde à linge. Ah, ce n'est pas des albums que je connais. En lien avec les études sociales en 6e année. Ah, super! Bienvenue à la monstrerie d'Élise Gravel. Des fiches descriptives d'un monstre qu'ils ont inventé. Ah, super! Ah, la corde à linge, un petit moment en écriture. Est-ce que ça vient des ateliers d'écriture? Est-ce que c'est un livre qui était suggéré dans les ateliers d'écriture? La corde à linge? Je pense pas, mais ça va vraiment bien. Ça va bien avec les petits moments. Ah, super. Merci du partage. Les enfants coloriés de Simon Boulris. Oh, c'est tellement bon. Ici, Daniel Marchildon. Je ne connais pas. Kirikou et la sorcière. Fred Poulet, enquête sur sa boîte à lunch, enseigner le texte informatif sur l'alimentation. J'ai fait ma grammaire avec ce livre. Oh, comment je ne sais pas qui a écrit Fred Poulet, enquête sur sa boîte à lunch. Est-ce que tu veux partager au groupe comment est-ce que tu enseignes la grammaire avec ce livre? C'est moi. Ben, je vais être bien honnête avec vous autres. J'ai trouvé cette planification-là. Moi, je suis en 5e année. J'ai trouvé cette planification-là en ligne gratuitement. C'est de toute beauté. Ça rejoint écriture, lecture et communication orale. Puis, ils ont toutes les bandes, les albums qui vont avec. Puis tout. Puis, alors moi, c'est ce... Bon, là, je suis où? Ici. Tu me vois-tu? Non, je te vois. Tu le livre? Non. Oh, tu ne me vois plus? Ben non, j'ai fermé la caméra. Ah bon. Voilà, excusez. Alors, ça, c'est le livre. Oui. OK. Puis j'en ai acheté, je le lis aux élèves, puis c'est comme assez gros, là, puis c'est comme, il y a plein d'images. Puis moi, je l'ai acheté en 2 copies. Puis ça vient de Dominique et compagnie. Okay. Puis j'ai l'autre livre, je l'ai tranché, je l'ai laminé et je passe une feuille, comme une page au hasard aux élèves et là, on fait de la grammaire
tout dépendant de ce qu'on est rendu. Si c'est trouver les déterminants, alors je leur donne un crayon sèche et ils encerclent les déterminants ou quoi que ce soit, la phrase impératif ou, tu sais, comme je dis, tout dépendant de ce qu'on en est rendu. Mais c'est un petit bijou. Vois-tu, je vais te montrer. Dans mon cartable, alors, j'ai toutes mes... Mon livre, il est tout en page, là, ici, là. Wow, j'adore ça! Alors, c'est vraiment... Puis ça vient... Je ne prends pas le crédit, là, ça vient... C'est comme ça qui est enseigné, que l'enseignante a fait faire son... Alors, elle disait... OK, bien, trouvez dans la page que vous avez des noms. Trouvez des verbes conjugués. Trouvez des verbes à l'infinitif. Alors, c'est juste une autre façon pour mettre un petit peu de piquant dans l'enseignement. Puis, les autres, ils trouvent ça drôle. Des fois, je le fais avant de lire l'histoire. Puis là, ben là, quand je lis l'histoire, ben là, ils disent « Ah, moi, j'avais cette page-là » ou quoi que ce soit. Alors, c'est plaisant, là, c'est le fun. Ça, comme je dis, ça met un petit peu de vécu avec eux autres. Là. Ils ont leur petit mot à dire. Puis ça, c'est très important en 5e année qu'ils puissent bien l'approprier la leçon. Oui, la matière. Ah, super. J'aime vraiment l'idée. Si jamais tu retrouves la planification puis qu'elle est possible d'être partagée, est-ce que tu veux la mettre? Elle est dans mon drive. OK. C'est tout dans mon drive. Ah, c'est ça, on a la question dans le clavardage C'est ici. ça. Oui. Puis là, j'ai... vois-tu... ma caméra est ici. Parce que moi, je parle à un écran, puis j'ai ma caméra à l'autre écran. Alors, moi, je me suis fait un cartable. Puis là, j'ai tout. Là, j'ai tout dans des plastiques. Là, j'ai tout mis ça. Puis, je les ai toutes séparées comme lecture. Là, il y a la planification aussi qui vient. Tout était là. Comme, il n'y avait pas rien. Ça, c'est comme tu as dit tantôt, là, juste un site que je suis sur Facebook. Oui. Puis, ouais. Il y a des beaux échanges entre les enseignants, c'est incroyable. C'est parfait. Moi, je suis, je ne sais pas si tu connais, ben toi, tu es en maths jardin, je ne pense pas que tu vas connaître peut-être Émilie, elle a fait des merveilles, mais c'est tout sur mieux enseigné, par exemple. OK. Oui. Mon Dieu. Ici, on a quelqu'un, je pense, qui... Là, c'est plus moi qui partage mon écran, si je ne me trompe pas. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Non, c'est pas toi, là. Je veux dire, c'est pas toi. Non, c'est plus ma présentation. Hein. Je vais remettre... On va remettre ça comme ça. Si jamais, Louise, tu retrouves ce que tu cherchais dans le fond, est-ce que tu pourrais juste le laisser dans le clavardage comme échange avec tout le monde? Oui. Super. Merci beaucoup du partage. Ça l'inspire vraiment beaucoup de voir vraiment à quel point la littérature jeunesse, on peut vraiment l'exploiter. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui ont rajouté aussi dans vos titres d'albums préférés et tout. Alors, comme tous les documents que vous avez accès aujourd'hui, et vous allez toujours y avoir accès à ce Jamboard-là d'échange. Donc, n'hésitez vraiment pas à y retourner ou même de rajouter si jamais l'inspiration vous vient. Puis, ben, moi, j'aime beaucoup, je vais vous partager aussi des coups de cœur de littérature jeunesse. Alors, moi, j'adore l'auteur Mireille Messier. Donc, ici, avec moi, j'ai Tellement sauvage. Oups, là, j'ai comme c'est embrouillé un petit peu à cause de mon fond d'écran. Bon, on ne peut pas le voir. Désolée. Oh, il s'en va. Bon, bref, Tellement sauvage. De Mireille Messier, illustré par France Cormier. C'est vraiment un album que est juste incroyable. Et puis, j'adore aussi la série Éléphant et Rosie. Donc, peut-être pour les plus petits, mais quand même, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait exploiter chez les plus vieux, même si les sujets sont très, très faciles à comprendre, mais il y a beaucoup d'expressions dedans.
Alors, ça, c'est vraiment 2 coups de cœur que j'aime beaucoup. Évidemment, Élise Gravel, je l'aime beaucoup aussi. C'est infini. Hein? Il y en a tellement, tellement, tellement de bonnes lectures. Donc, pour continuer avec la planification, c'est important d'établir une intention, un but qui est amusant à la littérature jeunesse, à l'enseignement de la lecture, pardon. Alors, c'est important de nous amuser, mais il faut aussi que les élèves s'amusent dedans. C'est pour ça qu'on doit établir une intention, un objectif qui est amusant. Donc, comment on établit un objectif, une intention? Bien, il faut lire son programme. Là, étant donné que la formation aujourd'hui est de maternelle à 6e, je ne savais pas si j'allais avoir des gens de maternelle, mais bon. Donc, on peut se concentrer juste sur le curriculum de français de 1 à 6. Évidemment, vous connaissez votre curriculum de français. C'est vous les spécialistes dans votre niveau. Je n'ai pas fait tous les niveaux, hein, je vais être honnête avec vous. J'en ai fait plusieurs, mais je n'ai pas couvert de la 1re à la 6e année. Alors, c'est ça. Vous êtes les spécialistes de votre programme, de votre année. Alors, on ne va pas lire le curriculum ensemble, mais je vais vous poser quand même une question. Peut-être qu'on n'a pas la réponse ce soir, mais au moins de l'avoir en arrière de la tête. Est-ce qu'il y a des liens que vous pouvez faire entre la lecture, l'écriture et la communication orale dans votre curriculum? Je vous lance la question comme ça. La prochaine fois que vous ouvrez votre curriculum pour planifier une activité, ayez cette question-là en tête, cette réflexion-là en tête, si vous êtes capable de trouver des liens. Est-ce qu'il y a des contenus qui sont semblables, même si les domaines sont différents? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut relier ensemble? Le curriculum nous donne vraiment l'idée de ce qu'il faut faire. Nous, comme enseignants, à la fin, par exemple, je prends le curriculum de 3e année. À la fin de 3e année, c'est ça que nos élèves devraient être capables d'atteindre. Donc, nous, comme enseignants, c'est de décortiquer tout ça pour trouver une façon qui atteigne ces objectifs-là à la fin de notre niveau scolaire. Là, j'entends dans mon oreille, les textes prescrits. Parce qu'il y a des textes prescrits dans notre curriculum. Et je comprends qu'on peut se dire, la littérature jeunesse, c'est juste des textes narratifs. Alors, je voulais vraiment passer un petit peu de temps par rapport à le texte prescrit. Je veux parler de discours, en fait. Après ça, je vais vous faire le lien entre la différence entre les deux. Donc, le discours. Ici, dans tous les programmes, vous avez des discours. De la 1re à la 3e année, vous avez tous ces discours-là, à l'exception d'explicatifs. Explicatifs commencent uniquement à partir de la 4e année. Dans chacun de vos discours ici, ça provient du guide d'enseignement efficace de littératie, fascicule 7. Ça, c'est un fascicule pour de la 4e à la 6e année. Je vais vous mettre le lien dans le clavardage. Guide d'enseignement efficace, fascicule 7. C'est un guide qui est basé, dans le fond, de la 4e à la 6e année, mais comme le guide d'enseignement efficace que je vous ai montré tout à l'heure pour le cycle primaire, ce guide-là, même si vous enseignez au primaire, est tout aussi pertinent. Puis, on va voir ça ensemble. Alors, pour revenir au discours, on ne va pas lire ensemble c'est quoi l'intention d'écriture, mais on a des formes de discours et vous avez la description ici à côté, puis les genres de textes qui y sont associés. Ici, je vous donne un exemple en 2e année. Ça ressemble à ceci, votre tableau, quand vous ouvrez votre curriculum à votre niveau, et qu'en écriture, la première page, vous allez voir un tableau semblable à celui-ci. 4, 5, 6, vous allez voir le discours explicatif de plus, mais les autres niveaux, 1, 2, 3, vous allez voir un tableau semblable ici, avec le discours descriptif, narratif, incitatif, poétique, ludique et explicatif pour les plus vieux. Avec votre genre de texte prescrit. Maintenant, je vous pose une question. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, je vous lance la question. Quand on enseigne à partir des textes prescrits, qu'est-ce que vous évaluez dans vos textes prescrits? Des fois, souvent, on évalue les caractéristiques.
des textes. On veut savoir est-ce que nos élèves connaissent la structure de ce texte-là. Et puis, on évalue les caractéristiques. Évaluer les caractéristiques, est-ce que ça vient rejoindre toutes nos habiletés en évaluation? Par habileté, c'est-à-dire le CC, connaissance et compréhension, HP, habileté de la pensée, CO, communication, et MA, mise en application. Donc, est-ce que quand on enseigne avec les textes prescrits, ça vient rejoindre toutes ces habiletés dans l'évaluation? Je vous lance la question. Si oui, sinon, bon, je vous lance la question. Comme je vous dis, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment une question de réflexion. Pour aller rejoindre les différents discours dans votre enseignement, moi, je vous encourage à utiliser des ressources qui sont extraordinaires, qu'on utilise, et puis moi, j'utilise énormément dans ma classe, même avec mes plus petits, et que j'utilisais quand j'enseignais en 6e année avec les grands. Mais ces magazines-là du Centre Franco, le mini-mag et mon mag à moi, sont extraordinaires. Il y a tous les textes prescrits dedans et c'est authentique. Donc, ces magazines-là, vous pouvez les retrouver dans le EAV et vous pouvez aussi avoir des copies papier à distribuer à vos élèves. Dans chacun des magazines, il y a plusieurs textes, il y a plusieurs genres de textes. Alors, n'hésitez pas non plus à utiliser ces textes-là pour enseigner à vos élèves. Parce que c'est de la lecture. Lire une recette, même si c'est un texte prescrit de 5e année, c'est de la lecture quand même. Puis si vous enseignez en 2e année puis vous voulez lire une recette, c'est correct aussi. Vous pouvez lire une recette, même si c'est un texte prescrit pour une autre année. Donc, c'est vraiment d'aller exploiter qu'est-ce qu'on retrouve comme littérature jeunesse et non pas juste album jeunesse. Donc, album, c'est extraordinaire. Je veux dire, j'adore les albums jeunesse, mais littérature jeunesse, on va vraiment chercher un parapluie beaucoup plus large. Ça va jusqu'à maintenant? Un petit pouce dans les airs ou un petit oui dans le clavardage ou un non dans le clavardage aussi si ça ne va pas. OK. Bon, je vais continuer. Excellent. Super. Alors, comment cibler une intention? Là, je ne vais pas passer trop de temps parce que je sais que vous savez comment faire ça. Cibler une intention, vous avez déjà vu l'Inukshuk probablement aussi. C'est un résultat d'apprentissage. On va dans notre curriculum cibler une attente. On cible ensuite des contenus. On va regarder les guides d'enseignement efficace. Bon, tout ça, là, on connaît ça. C'est comme ça qu'on peut cibler une intention. Il faut s'assurer que l'intention soit quand même partagée aux élèves pour qu'on puisse guider les élèves. Là, je vais parler d'évaluation tantôt parce que l'Inukshuk, c'est beaucoup l'évaluation. Mais c'est important que les élèves sachent qu'est-ce qu'ils font exactement. Je vous ai parlé de cibler une intention. Là, je parle, on est en écriture. Je sais que littérature jeunesse, c'est de la lecture, mais à voir vos commentaires aussi, je pense que l'écriture, c'est, vous voulez savoir comment on peut enseigner l'écriture à partir de la littérature jeunesse. Donc, moi, je vous propose les éléments d'écriture ici, qu'on retrouve encore une fois dans votre guide d'enseignement efficace, le fascicule 7, qui est en lien dans le clavardage. Et avec ces éléments d'écriture-là, comme vous pouvez voir dans la figure 12, dans la colonne de gauche ici, il y a le processus d'écriture qui en fait vos attentes en écriture. Donc, la planification, qui est l'attente 1, rédaction de l'ébauche, la révision, la correction et la publication. Chacun des processus d'écriture, bon, il y a les stratégies d'écriture et il y a les éléments d'écriture qui sont aussi liés à chaque étape du processus d'écriture. Il y a des éléments d'écriture comme idées, par exemple, qui vont se répéter parce que les idées sont importantes dans la planification. Les idées sont aussi importantes dans la rédaction et dans la révision.
pas qu'ils sont moins importants dans la correction et la publication, mais c'est qu'on va cibler d'autres éléments d'écriture. Dans les éléments d'écriture, moi, je vous invite, si c'est nouveau pour vous, il y en a beaucoup dans le atelier. Je pense que maintenant, Atelier a été remplacé par EduSource. Alors, on les retrouve là. Vous allez trouver plein d'informations sur les éléments d'écriture, mais sinon, dans le guide d'enseignement efficace, de la page 15 à la page 18, vous trouvez une courte définition de chaque élément d'écriture qui peut vous aider. Alors que quand j'enseignais en 6e année, j'utilisais cette ressource ici, écrire avec plaisir un trait à la fois. Là, je trouve ça dommage parce qu'on ne voit pas beaucoup les livres, les pages couvertures que je vous présente, mais ça ressemble à celle-ci. Je vous l'ai mis plus loin, je vous l'ai mis en hyperlien. Là. Vous allez voir, je vais vous montrer ça à la fin. Mais écrire avec plaisir un trait à la fois, qui est une ressource qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé à partir mon enseignement à partir de la littérature jeunesse. Donc, j'utilisais les éléments d'écriture. Par exemple, je commençais avec idées et j'allais voir dans cette ressource ici, idées, j'allais lire les suggestions d'albums jeunesse qui me proposaient pour exploiter le trait idées et ils ont des activités aussi pour aider à développer les idées des élèves. Donc, je partais de cette façon-là. Je suis partie à partir de cette ressource-là, écrire avec plaisir un trait à la fois. Ça aide beaucoup. Les éléments d'écriture, pour continuer. Avant d'aller ici, je vais vous poser une question. Là, maintenant, on est au mois de février. On vient de terminer notre première étape, notre premier bulletin. Là, on a peut-être nos rencontres de parents cette semaine, où on les a déjà eues, ou on va les avoir, mais on est dans le temps. Là. Et puis, on est en train déjà de penser, OK, comment je vais faire ma deuxième étape? Là? Comment je vais faire d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année? Alors là, je vous pose la question. Aujourd'hui, où est-ce que vous êtes rendu avec vos élèves en écriture? Où est-ce que vous voulez mettre la loupe? Est-ce qu'il est trop tard pour recommencer avec la planification? Peut-être que vous avez vu la planification en début d'année. Est-ce que c'est acquis chez vos élèves? Est-ce qu'on retourne? Pourquoi pas? Donc, ça, c'est des questions que je vous lance. C'est propre à vous. C'est une réflexion à avoir par rapport à ce que vous voulez planifier prochainement. Parce que la planification, elle est propre à vous. Donc, dans le clavardage, je vois qu'on est rendu à la révision. Super, excellent. Et la correction. Donc, vraiment, c'est propre à vous. Il y en a qui vont faire des spirales, il y en a qui vont... C'est libre à vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez mettre la loupe ici. Je vois dans le clavardage révision, correction. Ça peut être, comme j'ai dit, à d'autres aspects dans votre processus d'écriture, puis c'est tout à fait correct. Pour continuer avec les éléments d'écriture, les voici, les 7 éléments d'écriture maintenant qui ne sont pas associés avec chaque étape du processus d'écriture. Chaque élément d'écriture, il y a des petits critères en dessous. Ces critères-là peuvent vous aider à développer votre planification par la suite. Donc, par exemple, je vais retourner en arrière, puis je vais aller chercher, disons, révision. Si moi, je suis rendue à faire la révision, puis tiens, je vais choisir choix de mots. Je veux me pencher sur choix de mots pour le moment. Ça va être plus facile. C'est là que je suis rendue. C'est là que mes élèves ont besoin de plus d'appui à avoir un bon choix de mots. Alors ici, je vais retourner, je vais aller voir choix de mots. Et je peux lire ici, le vocabulaire est intéressant, original, varié. Qu'est-ce que ça veut dire intéressant? Qu'est-ce que ça veut dire original? Qu'est-ce que ça veut dire varié? On peut avoir ces discussions-là avec nos élèves, même s'ils sont plus petits. À l'aide de la littérature jeunesse. Donc, si par exemple, on veut cibler ce qui est en gras, où les mots sont reliés au sujet, on peut prendre un album jeunesse ou une littérature jeunesse. Ça peut être un documentaire et lire
cette section-là ou l'album au complet avec nos élèves et en discuter avec eux pour qu'ils puissent savoir exactement quoi faire dans leurs écrits. Ils vont faire le transfert. Ah, on l'a vu, on l'a entendu dans la littérature jeunesse, dans l'histoire. Maintenant, on l'a travaillé, on a parlé des différents mots. Maintenant, je peux le mettre en application dans mes travaux écrits. Ça, c'était juste un exemple pour le choix de mots. On ne va pas passer au travers des 7, mais je vous encourage à les lire et à les regarder. Quand j'enseignais en 6e année, j'avais ce document-là, l'écriture d'un texte 5 étoiles. Il était accroché un peu partout dans ma classe parce que pour moi, j'enseignais beaucoup avec les éléments d'écriture et les élèves pouvaient vraiment souvent aller se référer. J'enseignais pas les 7 éléments en même temps. J'en choisissais un, puis on le voyait profondément. Par exemple, les idées, on le voyait beaucoup. On pouvait le voir presque 2-3 semaines. Après ça, on voyait la structure, mais les idées, on ne le perdait pas de vue. Là. On gardait tout ce qu'on avait appris sur les idées. Là, on intégrait la structure, toujours avec de la littérature jeunesse. Alors, j'emmenais toujours des albums jeunesse dans ma classe pour leur montrer un exemple, comment l'auteur a écrit de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme mot, etc. Alors, on se basait sur des auteurs pour qu'eux écrivent leur texte, parce que eux, comme ceux qui font les ateliers d'écriture, vont savoir peut-être où je m'en vais avec ça, mais nos élèves, quand ils écrivent, sont des auteurs. Alors, on veut pousser ça, on veut amener nos élèves à devenir des auteurs. Mais pour qu'ils deviennent de bons auteurs, ils ont besoin d'avoir de bons exemples aussi d'auteurs. Dans les guides d'enseignement efficace de maternelle à 3e année, on a parlé d'enseignement explicite. C'était un petit peu vers la fin, on parlait d'enseignement explicite. L'enseignement explicite, c'est de mettre un micro à votre pensée. Ce n'est pas de poser des questions. C'est vraiment d'expliquer tout ce qui se passe dans votre tête. Si vous êtes en train de lire, par exemple, et vous voyez une guillemet, vous voyez dans votre lecture une guillemet qui ouvre, l'enseignement explicite, c'est de faire « Ah, ici, je vois ce symbole-là. Ce symbole-là m'indique que c'est une guillemet. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va commencer à parler bientôt. » Je vais regarder un petit peu plus loin, ça va être quoi son expression? Parce que je sais, dans une lecture, que plus tard, l'auteur va dire, par exemple, « Crie le lapin ». Bon, alors je sais qu'il va falloir que je crie parce que c'est ça qui est écrit qu'il faut que je crie. Bon. Alors, c'est de mettre un micro à cette pensée-là. Là, c'était un exemple juste au hasard, hein, parce que j'ai des livres avec moi à côté, mais parce que mon fond d'écran il est vraiment embrouillé, j'en dirais que je ne veux pas trop vous montrer. C'est ça. Parce qu'on ne voit pas très bien mes livres quand je vous le montre. Je trouve ça dommage, mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc, c'était juste un exemple pour vous montrer à quel point l'enseignement explicite, il est important. Comment est-ce qu'on peut intégrer maintenant l'apprentissage de la grammaire avec les albums jeunesse ou la littérature jeunesse? Quel concept de l'écrit est-ce que je vais cibler? Quels sont les mots de vocabulaire pertinents? Il y a beaucoup de mots de vocabulaire dans un album jeunesse ou dans la littérature jeunesse. Il y en a énormément. Mais lesquels est-ce qui vont être pertinents pour nos élèves? Vous les connaissez mieux que moi, vos élèves. Quels sont les mots de vocabulaire que vous voulez qu'ils restent chez eux? Ou les expressions? Comment je vais modeler des inférences? Est-ce que je vais intégrer des stratégies de lecture aussi? Alors ici, votre enseignement explicite, c'est là votre cœur de votre planification. On a ciblé notre intention. Maintenant, le cœur de votre planification, c'est vos mini-leçons. Qu'est-ce que vous allez faire? Combien d'interruptions vous allez faire? L'important, c'est de planifier ces interruptions-là. Trop souvent, on va lire des albums jeunesse et on va faire des interruptions ici et là, mais ça va être des interruptions innées, qu'on peut appeler. Ces interruptions-là ne sont pas planifiées. Alors, par la suite, c'est difficile de faire un suivi avec nos élèves sur ces interruptions-là qu'on a faites.
Si vous les planifiez, vous regardez votre album jeunesse. Comme Louise nous a montré tout à l'heure, elle prend une feuille, puis OK, encercle les déterminants. Je sais que c'est les déterminants qu'on va travailler aujourd'hui. Mais vous allez pouvoir faire un suivi le lendemain. Hey, tu te rappelles quand on a travaillé la feuille hier sur les déterminants? C'était quoi un déterminant? Où est-ce qu'on trouvait le déterminant? Quel mot nous indique que c'est un déterminant? Alors, c'est là que vous faites un suivi. Là, je vois Louise ici, tu as mis aussi un commentaire dans le clavardage. Moi, j'écoute à chaque année Alain Bergeron quand je suis au texte narratif. Comment on commence à faire un brouillon et une correction? Excellent, super. Merci pour ton partage d'idées, Louise. Donc, l'enseignement explicite, il est super important. Puis comme j'ai dit, ce n'est pas poser des questions. Ce n'est pas dire qu'est-ce qu'un déterminant? Non, c'est vraiment ah, là, je vois un déterminant parce que, puis bon, vous faites le reste. Je veux continuer en vous parlant de Pascal Lefebvre parce que, juste à main levée, là, en levant la petite main comme si vous posiez une question. Qui connaît Pascal Lefebvre, qui est un orthophoniste et un chercheur à l'Université Laurentienne et l'Université d'Ottawa? José. OK. Alors, Pascal Lefebvre. C'est un orthophoniste, comme j'ai dit, chercheur à l'Université Laurentienne et à l'Université d'Ottawa. Pascal Lefebvre, lui, il a mis un mot et a fait des recherches sur la planification intentionnelle qu'il a appelé la lecture interactive enrichie. Pascal Lefebvre a mis en place CAP sur la prévention. C'est sûr que oui, c'est pour la petite enfance, donc c'est pour l'âge préscolaire. Ça n'empêche pas que ce que je vais vous parler aujourd'hui, on peut le transférer à l'âge scolaire, de la première à la 6e année, sans problème. Je vais vous montrer des exemples. Ici, il a écrit un article avec les 5 conseils pour enrichir la lecture d'histoire. C'est un article, je vais vous le mettre dans le clavardage si vous voulez le lire, mais moi, ce que je veux qu'on passe au travers ici, c'est simplement de regarder les 5 conseils. Juste lire les 5 conseils. Encore une fois, je ne vais pas lire tout ça en bas, mais les 5 conseils vont déjà nous inspirer beaucoup. Donc, conseil 1. Lisez l'histoire avant de la raconter afin de connaître le potentiel éducatif de l'album jeunesse. D'où l'importance de faire la planification. Si on planifie, on va savoir, on va avoir lu l'histoire déjà. Conseil 2. Exploiter les livres de manière à promouvoir l'intérêt des enfants pour la littérature jeunesse. Moi, ce que je vous dis ici, c'est allez-y avec des livres que vous aimez beaucoup. De propager cet amour-là que vous aimez tellement ces livres-là, de le propager, ça va être facile, les enfants vont aussi l'aimer. Conseil 3. Profiter de l'activité pour enrichir le vocabulaire des enfants. Donc, ça, ce n'est pas juste à l'âge préparatoire, c'est aussi de première à 6e. On veut enrichir le vocabulaire des enfants, et même si ce sont des enfants apprenant de la langue. Conseil 4. Pensez à voix haute pendant que vous racontez l'histoire. Donc là, voilà notre enseignement explicite. Conseil 5. Montrez aux enfants comment vous vous y prenez pour lire un album jeunesse. Donc, ça, c'est encore notre enseignement. Ça, c'est vrai que c'est plus au préparatoire, mais il y a quand même beaucoup de thèmes qu'on peut utiliser, qu'on peut intégrer dans la lecture d'un album jeunesse. Je pense, par exemple, des fois dans les romans jeunesse, surtout, on va voir, ou des romans pour adultes aussi, on va voir des fois des 3 petites étoiles au milieu de la page. Mais ça, c'est un indice textuel. C'est important de l'enseigner aussi à nos élèves. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ces 3 petites étoiles-là dans le milieu de la page? Donc, là, je suis dans les plus vieux parce que c'est des romans, mais je parlais de guillemets tout à l'heure. C'est important de leur enseigner c'est quoi une guillemet. Le tiret, là, on parle surtout le dialogue, mais il y a tout. Ce que vous enseignez, on peut le retrouver dans un album jeunesse. J'ai trouvé ce site Internet-là, la Fabrique des petits lecteurs, où
vous retrouvez les ressources. La Fabrique des petits lecteurs, dans le fond, ont pris la formation de Pascal Lefebvre et a fait des onglets pour s'en rappeler, si on veut. Alors ici, Pascal Lefebvre, ce que lui fait, même si c'est pour le préparatoire, encore une fois, ça peut être utile pour le niveau de 1 à 6, lui reprend sa lecture à 4 reprises. Donc, le même livre, il le lit 4 fois. Je comprends que quand on a de première à sixième, peut-être qu'on n'a pas le temps de lire un livre 4 fois. Peut-être qu'on veut le lire 2 fois avec des intentions différentes. Mais je vous présente ceci parce que je veux vraiment vous donner des idées pour que vous puissiez... là, je viens de voir qu'on ne voit pas mon partage d'écran. Oui, c'était normal. Je pense que mon partage, il était pas partagé. Je m'excuse. Merci de me l'avoir dit. OK. Alors, ici, je disais donc que Pascal, lui, il met en place 4 lectures. Ici, on voit son tableau qu'il utilise. Merci à toi. Et les concepts que lui, il propose d'enseigner. Alors, conscience de l'écrit, inférence, vocabulaire, conscience phonologique. Encore une fois, c'est pour les plus petits, mais on va en parler, on va faire le transfert pour les plus grands ensemble. Alors, lui, il parle de faire la lecture à 4 reprises. On peut la faire à 2 reprises avec une intention différente. Dans ce document ici, vous pouvez le lire si vous voulez. Vous pouvez voir, dans le fond, des exemples de qu'est-ce qu'il veut dire. Et ensuite, il y a sa formation qu'il offre par rapport à la lecture interactive enrichie. Donc, ça, c'était dans ce document ici, parce que là, je pense que j'avais mal partagé, désolée. Donc, c'était dans cet onglet ici, la Fabrique des petits lecteurs, qui se retrouve dans ma présentation, ici, en bas. Alors, j'ai cliqué ici pour vous emmener sur la Fabrique des petits lecteurs. Alors là, tout est sous contrôle. Et un modèle de planification, bon, je viens tout juste de vous le montrer. Donc, Pascal Lefebvre, c'est lui vraiment qui a mis un mot sur cette planification-là. La lecture interactive et l'enseignement explicite. Alors là, c'est de s'éloigner du questionnaire traditionnel et des fiches pédagogiques. Je ne dis pas de les enlever complètement. C'est vraiment parce que des questionnaires traditionnels ou des fiches pédagogiques peuvent tellement nous aider, nous inspirer. On ne veut pas replanifier la roue. Voyons, j'ai perdu mon terme. Peu importe. Alors, on veut quand même s'inspirer des autres et les fiches pédagogiques nous permettent de réinventer la roue. Merci. Et les fiches pédagogiques nous permettent de nous inspirer, d'intégrer des éléments que vous voulez enseigner. Conscience phonologique, concept de l'écrit, la grammaire, la ponctuation. Je l'ai séparé de grammaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Bâtir leur vocabulaire ou leur faire découvrir des expressions. Modeler des inférences. Lire la même lecture plusieurs fois à mes élèves. Donc là, j'ai mis plusieurs fois avec une petite étoile parce que le fait de lire plusieurs fois, bien, il y a beaucoup de bonnes raisons de lire un livre à plusieurs reprises à nos élèves. Pour créer un sentiment de compétence chez l'enfant, premièrement. Deuxièmement, parce que la première fois, l'enfant se concentre sur l'histoire, regarde les images, découvre et se questionne dans sa tête. Même un album jeunesse qui est pour les plus jeunes, je pense par exemple à Éléphant et Rosie que je vous ai présenté tout à l'heure. Éléphant et Rosie, c'est très simple. Si vous le lisez à votre classe de 5e ou 6e année, ils vont comprendre l'histoire. Mais est-ce qu'ils vont accrocher à tous les petits détails? Pas nécessairement, même si c'est un livre qui est assez facile à comprendre pour cet âge-là. La deuxième fois, la troisième fois, la deuxième fois, l'histoire, elle est connue et l'enseignement devient plus durable parce que là, l'enfant est prêt. Il est prêt à se concentrer, à comprendre et à savoir, parce qu'il n'y a plus besoin de se concentrer dans le fond sur l'histoire, il le sait. Il connaît l'histoire.
Il connaît ce qui va se passer. Alors, il est prêt maintenant à se concentrer sur les leçons. On peut dire, bien, plusieurs fois, les élèves, ils vont finir par se tanner. Comme expérience, depuis les années que j'enseigne avec la littérature jeunesse, c'est moi qui s'est tannée avant mes élèves de lire une histoire. Si on pense au film Frozen, les enfants, combien de fois peuvent écouter le film Frozen? Là, maintenant, c'est Encanto là, qui est à la mode. Combien de fois que vous avez entendu la chanson Bruno? Les enfants ne se tannent pas, ils aiment ça réécouter, ils aiment ça revoir. Alors, et puis, ils apprennent encore quelque chose de nouveau à chaque fois qu'ils revoient quelque chose. Alors, s'ils sont capables d'écouter Encanto pendant 20 fois une fin de semaine, ils sont capables d'écouter une histoire 2 ou 3 fois et d'apprendre quelque chose de nouveau aussi. Donc là, j'ai séparé ici avec les 5 aspects, dans le fond. Je les ai séparés pour vous. C'est pas parfait. Honnêtement, c'est vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes les spécialistes de votre niveau. Vous savez ce que vous voulez enseigner. Ça ici, c'est vraiment un titre de suggestion. Alors, je vais commencer par la grammaire parce que c'est un point vraiment important. La grammaire, avant de continuer, il y a des capsules d'auto-formation du Centre Franco à propos de la grammaire nouvelle et le document « Si on parlait grammaire nouvelle ». Je vais juste vous le montrer. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans votre école. C'est vraiment un petit magazine, mais ce n'est pas un magazine, un petit document jaune comme ceci. Alors, peut-être que vous l'avez déjà vu dans votre école. Alors, ça peut vous aider par rapport à l'enseignement de la grammaire, à savoir c'est quoi les différents concepts. La grammaire. Puisqu'on utilise la grammaire à l'écrit, en utilisant la littérature jeunesse, on peut enseigner notre grammaire. Par exemple, si vous prenez votre livre, votre album jeunesse, vous avez un album jeunesse près de vous et que vous voulez vous enseigner, vous êtes en ce moment en train d'enseigner les homophones, puis chez vos élèves, ils ont vraiment un besoin de voir la différence entre le « et », « et », puis « est », « est ». Vous pouvez lire un album, une section d'album aussi, ou d'une autre littérature jeunesse. Ça peut être un documentaire. J'ai parlé des mini-mags tout à l'heure. Et de lire, nous, à voix haute comme adultes, puis vraiment de voir avec l'élève, « Hey, moi, je vois ici dans ma lecture que le ET qui se dit « et », puis le EST qui se lit « est », mais que ça se ressemble beaucoup, là, on peut dire quand même « et », mais que ça ne s'écrit pas pareil. Peux-tu me dire, c'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi l'auteur a écrit ET à ce moment-là, mais a écrit EST à ce moment-là? Nous, on le sait comme adultes, mais on veut que les élèves réfléchissent. Et la grammaire nouvelle, c'est de questionner nos élèves par rapport à ça et ensuite de créer un référentiel. Une de mes activités favorites que j'ai fait quand j'étais en 6e année, c'était au niveau des adjectifs percutants. Des fois, mes élèves, en 6e année, écrivaient des textes un peu redondants. Et je voulais enrichir leur vocabulaire par rapport aux adjectifs. Donc, j'ai lu une histoire d'un auteur qui mettait beaucoup d'adjectifs. Ensuite, on a fait une activité ensemble à l'écrit où je leur disais « complète la phrase avec un adjectif ». Et je l'ai tourné sous forme de concours. Alors, les élèves, je leur ai dit, une fois qu'ils avaient écrit leur adjectif sur leur phrase, sur leur papier, pour compléter la phrase, je nommais un élève à la fois pour leur dire quel est l'adjectif que tu as écrit. Si l'adjectif était comme beau, grand, fort, bon, on comprend, hein, un adjectif moins percutant, je le mettais sur mon tableau interactif, je le mettais en rouge. Pas parce qu'il n'était pas bon, juste parce qu'il était peut-être un peu moins original. Et les adjectifs plus originaux, je les mettais en vert. Et j'en avais pas beaucoup. La première activité que j'ai faite avec eux, j'avais peut-être un adjectif qui était dans le vert. Tous les autres, c'était des adjectifs de couleur qui sont corrects, c'est important. Mais moi, je cherchais vraiment qu'ils aillent plus loin que ça. Donc, on a refait l'activité le lendemain.
là, maintenant qu'ils connaissaient les règlements, ils savaient à quoi s'attendre, que je cherchais des adjectifs percutants dans leurs phrases. Ils m'ont mis des adjectifs incroyables. J'avais des majestueux, c'est des beaux adjectifs que j'avais et on a créé un référentiel à partir des adjectifs qu'eux-mêmes ont ressortis. C'est pas moi qui leur ai dit. C'est eux qui ont réfléchi, puis qui ont repensé à l'histoire, puis qui ont vraiment fait « Oh, OK, je sais là, quel adjectif qui peut être original parce que moi, je veux être dans la colonne verte. Je veux être dans la colonne des originaux. » Alors ça, c'est ce genre d'activité-là que vous pouvez faire avec vos élèves pour enseigner la grammaire à partir de la littérature jeunesse. Donc, vous comprenez que j'ai lu une histoire, on a ressorti, on a parlé des adjectifs dans l'histoire, ou parler des homophones, ou parler des déterminants, des noms communs, peu importe ce que vous voulez parler en grammaire. Et ensuite, il y a un réinvestissement par la suite dans une autre activité que vous faites avec les élèves. On passe maintenant au concept de l'écrit. Là, je vous ai mis le lien encore du guide d'enseignement efficace. Les concepts de l'écrit, on a les éléments du paratexte. Donc, c'est qui l'auteur? C'est qui l'illustrateur? Qu'est-ce qui fait l'auteur? Qu'est-ce qu'il fait l'illustrateur? C'est quoi une page de couverture? C'est quoi une page de garde? Comment on tient un livre? Comment on tourne les pages? Par où la direction de la lecture? De gauche à droite, de haut en bas, quand on tourne un livre des fois. Là, ça, c'est peut-être des concepts pour les plus jeunes, mais c'est des concepts à enseigner quand même. La différence entre un mot, une phrase, un paragraphe. Peut-être, vous avez, chez les plus vieux, vous avez des élèves qui collent leurs mots ensemble, qui ne mettent pas un espace entre les mots, qui ont de la difficulté encore à concevoir le concept de mots. Mais l'utilisation de la lecture, de la littérature jeunesse dans votre classe peut leur montrer visuellement et entendre c'est quoi un mot ou une phrase ou un paragraphe. On peut en rentrer aussi la ponctuation dans les concepts de l'écrit. Le point d'exclamation, interrogation, les guillemets, les tirets, tout ça, je rentre ça dans la ponctuation. On peut rentrer aussi la typographie. Pourquoi est-ce que l'auteur a écrit en gras? Pourquoi est-ce que l'auteur a écrit tout en lettres majuscules? C'est des concepts qu'on doit enseigner puis qu'on peut enseigner à partir de la littérature jeunesse. Les mots de vocabulaire maintenant. De sélectionner des mots de vocabulaire ou des expressions qui vont être utiles chez vos élèves pour un réinvestissement. Un réinvestissement que vous allez pouvoir utiliser dans votre classe. Le mot, pour moi, dans ma classe, j'enseigne costaud. Dans un livre, j'ai lu à un moment donné qu'il y avait le personnage principal, il était costaud. Puis là, j'ai dit à mes élèves, c'était quoi costaud? Puis on a mimé, on est costaud. Hein? Quand on lève une boîte, on devient costaud. Puis là, les élèves ils étaient tous costauds, là, ils me montraient leurs muscles. Okay, oui, je suis en maternelle jardin, mais on peut quand même faire des mimes plus tard. Là. Les élèves aiment ça. J'en faisais avec mes élèves de 6e. Je vais vous dire un exemple aussi des mimes que je faisais avec mes 6e. Mais le mot costaud chez mes élèves, même mes élèves apprenant de la langue, c'est resté. Aujourd'hui, ils parlent encore qu'ils sont costauds. Alors, puis moi aussi, je le réutilise avec eux. Des fois, s'ils vont prendre une chaise puis la changer de place, je vais dire « Oh, wow, comme tu es costaud! » Alors, je réutilise aussi dans mon vocabulaire, dans mes interventions, j'utilise les mots de vocabulaire que je leur ai enseignés. Maintenant, pour les plus vieux, quand je faisais des mimes, par exemple, à un moment donné, je voulais faire la cime d'un arbre. C'est quoi la cime d'un arbre? Bien, tous les élèves, on était comme en train d'essayer de grimper un arbre pour se rendre jusqu'à la cime. Il y avait du plaisir, les enfants. Comme c'est des enfants de 11 ans, 12 ans, ils veulent jouer encore. Alors, j'intégrais aussi les mimes en 6e année. Alors, n'hésitez pas, si vous êtes entre la maternelle et la 6e, d'utiliser des mimes avec vos élèves. C'est vraiment, quand tu ressens un sentiment, une émotion face à un mot, il va beaucoup plus rester dans leur vocabulaire et dans leur vécu aussi. Ils vont le réutiliser, ils vont comprendre, ils vont voir le lien avec leur vécu. Les inférences maintenant. On parle beaucoup de prédiction. Quand on fait de la lecture, on demande souvent « Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? »
Ah, pourquoi tu penses qu'il va se passer ça? On parle beaucoup de prédictions. Alors là, ici, quand j'ai suivi la formation avec Pascal Lefebvre, il a ressorti d'autres types d'inférences qui vont aussi pouvoir vous aider. Il y a explication, qui est un type d'inférence. Pourquoi le personnage X a fait ceci ou pense ceci? Alors là, l'explication, c'est pourquoi. Il pense ceci parce que, et là, il fait une inférence. Évidemment, tout ce qui est inférence ne doit pas être écrit dans le texte textuellement. L'anaphore, ça c'est un de mes préférés. L'auteur a utilisé le mot « elle » ou « il ». De qui il parle? C'est qui « il », c'est qui « elle ». Et nous, des fois, là, ça peut sembler évident, mais pour eux, ce n'est pas toujours aussi évident. Alors, ça aussi, c'est un type d'inférence. Pour les plus vieux, on peut aller plus dans une histoire, on parle d'une petite maison glacée blanche sur la banquise. Alors, c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Est-ce qu'on pourrait le mettre peut-être dans le clavardage? C'est quoi une maison glacée blanche sur une banquise? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ah! Alors là, Louise et Damer, vous avez fait une inférence. Parce que je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'était un igloo. Vous avez inféré que c'est un igloo. Alors, tout ça, ça doit être enseigné à nos élèves aussi. Tantôt, je vous ai parlé de mathématiques. Mathématiques, c'est beaucoup d'inférences dans les résolutions de problèmes. Alors, l'inférence, elle est importante à être enseignée. Le sentiment, comment se sent le personnage? Ça aussi, c'en est un qu'on peut utiliser souvent. Évidemment, il ne faut pas que ça soit écrit que le personnage est triste, parce que là, on répond à la question. Une inférence, ça ne doit pas être écrit textuellement. Un problème, il faut qu'il y ait une solution. Il y a un problème dans l'élément déclencheur. C'est un problème. Oh, ça va être quoi les solutions possibles? Puis là, on en discute. Mais pourquoi ça serait une bonne solution, etc.? Parce qu'ils ont utilisé des indices du texte pour y répondre. De l'album jeunesse. C'est plus visuel. Et expérience. Je sais qu'il va se passer ceci parce que j'ai déjà vécu quelque chose de semblable dans ma vie. J'ai déjà lu quelque chose de semblable. Alors, peut-être que c'est ça qui va se passer. Donc, ça, c'est des types d'inférences. C'est juste, le but, c'est pas que quand vous faites votre planification, vous fassiez comme, OK, je veux faire une anaphore, puis là, est-ce que c'est une anaphore ou un sentiment? Est-ce que c'est une explication? C'est pas ça le but. L'objectif, c'est vraiment que vous essayez de varier vos inférences dans vos interruptions. C'est juste ça. Est-ce que vous voulez cibler des stratégies de lecture aussi? Alors, ici, je vous ai placé un lien avec les 11 stratégies de lecture. Activer ses connaissances antérieures. On peut descendre ici, anticiper. Tiens, je vais vous mettre le lien dans le clavardage. Stratégie de lecture. Vous pouvez les regarder, les lire un petit peu. Ça peut vous aider aussi par rapport à qu'est-ce que vous voulez enseigner avec votre littérature jeunesse. Il faut trouver un juste milieu aussi dans votre enseignement ou dans votre planification, je devrais dire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de lire un album à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de choses qu'on peut exploiter dans un album jeunesse. Vous pouvez prendre un album jeunesse et d'avoir une intention en particulier à travailler avec cet album jeunesse. Pas de le travailler pendant 2-3 jours, une semaine, 2 semaines, il n'y a pas de bonne réponse. C'est libre à vous. Vous pouvez mettre l'album de jeunesse de côté après cette intention-là, puis d'y revenir peut-être un mois après avec le même album jeunesse, mais avec une intention différente. Et ça s'explique aux enfants, ça s'explique aux élèves.
Première fois que j'ai intégré un album jeunesse avec mes 6e années, je me rappelle comme si c'était hier, ça doit faire à peu près 7-8 ans. Mes élèves m'ont regardé, mais en fait, comme madame, c'est vraiment bébé, ça. C'est vraiment pas pour nous. On lisait ça quand on était en maternelle. Puis j'étais comme, oui, mais en maternelle, c'était différent. Hein. Vous allez voir. Vous allez voir qu'on va le lire et ça va être pour une autre raison que pour la raison pour laquelle tu l'as lu quand tu étais en maternelle. Alors, ça se dit aux élèves, ça s'explique. Puis quand ils voient la difficulté de qu'est-ce qu'on peut rechercher dans un album jeunesse, ils comprennent. Puis, ça va bien. Puisqu'on parle de planification, pour moi, la planification dans la formation aujourd'hui, c'était vraiment important de vous laisser du temps de planification. Je vais vous laisser 5 minutes. Il y a le lien ici du curriculum. Je vais vous le mettre dans le clavardage. Ce que je vous invite à faire maintenant, peut-être allez vous dégourdir les jambes quand vous avez terminé, c'est d'aller sélectionner votre année d'études. Si, disons, je m'en vais en 3e année, tous les documents ressemblent à celui-ci. Je vous invite à aller dans le document de votre année et d'aller voir dans votre curriculum quels sont les contenus, les concepts que vous pouvez enseigner, quelles sont les stratégies d'écriture, quels sont les concepts grammaticaux, les concepts de l'écrit, les mots de vocabulaire, les stratégies de lecture, ou est-ce que vous avez une idée ou un partage de mini-leçons? Donc, ce document-là, comme tous les autres, c'est votre document. Je ne suis pas la spécialiste de votre niveau. Vous êtes les spécialistes de votre niveau. Vous êtes les spécialistes de la matière en français de votre niveau. Je vous invite à modifier. S'il y a par exemple, stratégie d'écriture, peut-être pas stratégie d'écriture, mais disons du concept de l'écrit, vous en voyez pas, bien, c'est correct. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ça, c'était vraiment des exemples avec ce que je viens tout juste de parler. C'est à vous. Si vous voulez rajouter des éléments du curriculum, c'est votre document à vous. Je vous invite à peut-être pas faire de copie et à travailler sur le document maître. Comme ça, tout le monde de votre niveau pourrait avoir accès. Ce que je vais faire, moi, au lieu de partager dans le clavardage chaque niveau, j'ai créé un dossier pour vous. Un dossier de collaboration où vous allez vraiment trouver tous les documents. Vous allez retrouver les Jamboards, vous allez retrouver aussi la formation. Alors, je vous partage ça à l'instant même dans le clavardage. Donc, dans le clavardage, je vous ai partagé le dossier. Et je l'ai appelé document de collaboration, je m'excuse, c'est dossier de collaboration. Et dans ce dossier ici, vous allez trouver première année, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e année. Donc, allez sélectionner le document de votre niveau. Pour les enseignants spécialistes, je vous suggère peut-être d'aller dans le niveau que vous accompagnez le plus. Et je vais partir le chronomètre de 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va? Cette section-ci, c'est vraiment pour assurer un partage entre vous, entre les participants. Ce partage-là peut vous aider par la suite à cibler vos prochaines étapes, vos prochains petits pas. Oui, Pauline, quand je vais vous envoyer un courriel au courant de la semaine avec le lien de la formation, mais aussi avec le lien, oui, du dossier. Très bonne idée, Pauline. Et avec l'enregistrement aussi.
Je vous invite aussi peut-être à prendre votre album jeunesse que vous avez près de vous. Et si vous voulez aussi peut-être cibler, qu'est-ce que vous voyez dans votre album jeunesse que peut-être que vous pourriez enseigner demain matin? Peut-être pas demain matin, mais peut-être la semaine prochaine ou dans un mois. Utilisez ce moment-là. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas non plus. Donc, il vous reste moins que 10 secondes. Ça va vite. 5 minutes. Alors, j'ai vu dans vos documents de super beaux partages. Je vous invite à aller voir les documents des autres niveaux. J'ai pas eu la chance de tous les ouvrir, mais je vois le document de 3e année. Il y a beaucoup d'éléments de grammaire qui ont été écrits. Alors, si jamais vous avez déjà enseigné la 3e année puis que vous avez des choses qui ont bien fonctionné avec votre classe, n'hésitez pas non plus à aller dans ce document-là pour aller y rajouter. C'est vraiment le partage entre nous, entre enseignants, c'est tellement important en ce temps de virtuel, disons-le. Donc, d'utiliser ces outils-là à nos dispositions, ça peut vraiment juste nous aider. Je vois aussi 5e année aussi vraiment des beaux partages, des belles idées. 6e année, même chose aussi. Alors, vraiment, merci pour vos partages, merci pour vos idées. Puis comme j'ai dit, c'est vraiment votre document. C'est vraiment à vous. C'est votre dossier. Bon,
peut-être pas enlever les documents des dossiers quand même, mais si vous voulez continuer à travailler dans ces documents-là pour vous aider, pour échanger ensemble, c'est très, très riche ce que vous avez à partager. Là, je vois le temps qui file. Je veux parler un petit peu d'évaluation. Ça ne sera pas trop long, l'évaluation, malgré que c'est un pilier très important dans notre planification. Je ne veux pas en parler trop parce que, bon, le temps nous manque un peu, puis je pourrais faire une formation complète juste sur l'évaluation. Mais l'évaluation, c'est important de la planifier. Tout comme nos mini-leçons, ça fait partie de notre planification, l'évaluation. L'enseignement par la littérature jeunesse devient un tremplin vers l'évaluation. Alors, l'enseignement de la littérature à partir de la littérature jeunesse peut devenir vos mini-leçons. Ce que vous enseignez, les stratégies de lecture que vous sélectionnez, que vous voulez enseigner à vos élèves, bien, après ça, dans leur lecture, vous allez pouvoir voir s'ils les mettent en application. Alors, tout ça, c'est l'évaluation, mais c'est de la planifier, c'est d'y réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez évaluer? Qu'est-ce que vous voulez voir chez vos élèves? Donc, je vous remets le Inukshuk. On a parlé au début de la formation, les résultats d'apprentissage, qui est la première pierre. Là, on parle des résultats, les critères d'évaluation. Je vous ai mis une page avec les éléments d'écriture, puis chaque élément, il y avait des petits critères en dessous. Ça peut être utile pour partir. Qu'est-ce que vous voulez évaluer? Mais les critères d'évaluation doivent être en lien avec votre CC, votre HP, votre CO et votre MA. Est-ce que vous faites une co-construction des critères? Tout à l'heure, quand je vous parlais des adjectifs percutants, moi, c'est moi qui ai dit à mes élèves, je veux que dans votre texte, il y ait des adjectifs percutants. Mais ensemble, on a détaillé, c'est quoi un adjectif percutant? Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Moi, je sais où je m'en vais. C'est moi l'enseignante, c'est vous l'enseignante. Vous avez établi vos résultats d'apprentissage, vous établissez vos critères d'évaluation, mais de les énoncer à vos élèves et d'en discuter avec vos élèves va porter fruit beaucoup quand vous allez venir pour faire votre rétroaction. La rétroaction par l'enseignant, si vos critères sont clairs et détaillés, votre rétroaction va être tellement précise et vos élèves vont savoir exactement ça va être quoi leur prochaine étape. Même chose que la rétroaction par lui-même, par l'élève même. L'élève peut aller voir les critères et les comprendre et faire « Ah oui, j'ai peut-être pas mis d'adjectifs percutants. J'ai peut-être juste mis des adjectifs comme beau, belle, grand, petit. C'est peut-être pas percutant, tiens, je vais aller les modifier. » Ou la rétroaction par les pairs, même principe. Si les pairs comprennent bien les critères d'évaluation, la rétroaction, les prochaines étapes par les pairs, va aussi se faire de façon fluide. Là, j'ai comme passé directement à la rétro, mais je veux parler un peu de triangulation qui est la pierre 3, susciter des preuves d'apprentissage. En écriture, on parle souvent de production. Ben oui, parce que c'est de l'écriture. Mais ça n'empêche pas que quand vos élèves parlent, si votre élève, vous êtes en train d'essayer de voir avec vos élèves, c'est quoi la différence entre ET et EST? Ce sont des conversations. Ce que vos élèves disent à voix haute, c'est une conversation et ça peut servir d'évaluation si c'est dans vos critères d'évaluation. Si c'est quelque chose que vous voulez évaluer. De la façon que vous voulez l'évaluer, ça dépend de votre intention, n'est-ce pas? Alors, les conversations peuvent être utiles aussi dans votre évaluation. Même chose que les observations. La prochaine diapositive, je vous ai mis un fascicule que le Centre Franco a mis en place pour vous aider à différencier la triangulation. C'est quoi les 3 points, si on veut, de la triangulation? Alors, on a observation avec une description, conversation et production, avec les différents exemples et les différentes traces. Moi, en maternelle jardin, vous comprendrez bien qu'il y a très peu de production autre que leur dessin. C'est beaucoup des observations, beaucoup des conversations que je fais avec eux.
Donc, ça se fait si c'est bien établi dans vos critères d'évaluation. Ce n'est pas juste au hasard comme ça. Votre triangulation va servir aussi de différenciation. Il y a des aspects, des fois, qui sont très complexes à évaluer en production. Puis on essaie de réfléchir, comment je vais évaluer ça, comment je vais évaluer ça. J'avais suivi une formation quand j'étais conseillère pédagogique où l'exercice était de prendre notre curriculum et de surligner les contenus qu'on pouvait observer, les contenus d'une autre couleur qu'on pouvait évaluer sous forme de conversation et les contenus sous forme de production. Et de faire cet exercice-là aide vraiment beaucoup. Encore une fois, il n'y a pas une bonne réponse ou une mauvaise réponse. C'est juste que ça nous permet de nous questionner. Et la réflexion professionnelle, elle est importante en éducation. Alors là, je vous remets cette diapositive-là. Je vous l'avais dit qu'évaluation, c'était vite. Alors, comment planifier? Je vous remets, on explore la littérature jeunesse. Ayez du plaisir à explorer, à voir les livres, à regarder les images, à sentir les livres. Est-ce qu'il y a juste moi qui sens les livres? Je suis sûre que non. Pas juste moi qui sens les livres. À établir une intention. Une intention de fun, amusez-vous. C'est important de s'amuser. C'est important que nos élèves s'amusent aussi. Ensuite, de développer votre enseignement, de planifier votre enseignement. Quelles vont être les interruptions dans votre album ou dans votre littérature jeunesse? Là, je dis album, mais ça peut être, vous comprendrez, ça peut être vraiment de tout qui est pour la jeunesse. Comment vous allez planifier vos interventions? Qu'est-ce que vous allez faire avec ces interventions-là? Et comment allez-vous évaluer ce que vous enseignez à partir de la littérature jeunesse? Et le chapitre 4 pour aller un petit peu plus loin. Donc là, dans la boîte de clavardage, j'aimerais que vous nommiez un élément qui vous a marqué dans la formation d'aujourd'hui, de ce soir. Il n'y a pas de bonne réponse, puis il n'y a pas de mauvaise réponse non plus. Un élément qui vous a vraiment, wow, OK, ça, je m'en rappelle, ça m'a marqué. On est un petit groupe aussi. Si vous voulez prendre la parole, il n'y a aucun problème aussi. Donc, je vais déjà utiliser un même livre pour travailler différents aspects de la lecture et de l'écriture. Une planification efficace, reprendre le même album jeunesse pour différentes intentions, des sortes d'inférences. Excellent, mais je suis contente qu'il y a certains éléments qui vous ont marqué pendant la formation ce soir. Et dans votre tête, mais vous pouvez l'écrire aussi dans le clavardage, ou ouvrir votre micro pour en parler, mais cet exercice-là se fait plus mentalement. Mais pour vous, pour votre pratique, pensez à votre prochain petit pas avec l'intégration de la littérature jeunesse. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre classe? Puis c'est un petit pas. Ça peut être de lire un livre jeunesse pendant la période de lecture. Ça peut être de s'asseoir avec un élève puis de lui lire un paragraphe. Ça peut être votre petit plan à vous. Votre petit plan, c'est parce que je lisais les deux clavardages en même temps. Votre prochain petit pas à vous. Donc oui, je vois dans le clavardage, utiliser les guides d'enseignement efficace. Oui, les guides d'enseignement efficace, c'est une wow. C'est incroyable à quel point il y a de l'information dans ces ressources-là. C'est infini. Planification, faire un plan. Si ça peut vous aider, moi, j'aime beaucoup les tableaux. Avec mon conseil, ils ont développé un tableau où ils ont ressorti des éléments, c'est en maternelle jardin, mais des éléments à enseigner pour développer
l'éveil à l'écrit et l'éveil à l'oral chez les enfants, puis ils ont mis ça dans un tableau. Puis ça, moi, ça m'a aidé beaucoup. Et c'est avec ça, quand je vous ai montré ici, là, je vais vous montrer un petit peu en arrière. Désolée, je remonte en arrière, mais cette activité ici que j'ai fait avec vous, que vous avez fait, le tableau à l'intérieur, c'était un peu ça ma vision, que vous ayez dans un tableau l'information que vous devez enseigner. Puis d'avoir désolé du terme anglophone, mais un one-pager de qu'est-ce que vous devez enseigner peut tellement vous aider. Puis si vous bâtissez cette page-là avec tous des contenus que vous devez voir, ensuite, vous avez simplement besoin d'en sélectionner quelques-uns pour votre enseignement. Vous savez que les contenus que vous avez ciblés dans votre page sont en lien avec votre année d'études, d'enseignement. Alors, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre curriculum à chaque fois que vous prenez un nouvel album jeunesse parce que vous avez fait déjà un travail de rapatrier qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que vous voulez enseigner dans votre littérature jeunesse. Je ne sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vais ici planifier les interventions en lecture, utiliser le gabarit partagé pour planifier. Oui, celui que Pascal Lefebvre a utilisé, là, ça, c'est vraiment c'est un bon gabarit. Puis les autres aussi, si ça peut vous aider, c'est merveilleux. Travailler davantage la conscience phonologique avec un album jeunesse. Oui, José, ça, les mots sont là. Et je viens de voir Louis, alors je vois que le temps file, mais ici, cette page-là, c'est vraiment toutes les ressources pédagogiques suggérées qui peuvent vraiment vous aider à, des fois, juste commencer une mini-leçon. Je vous ai parlé des 40 mini-leçons efficaces. Non, pardon, c'est écrire avec plaisir un trait à la fois. Celui-là, moi, ça a été lui avec lequel il m'a parti, celui-là. Peut-être que vous, ça va être un autre, puis c'est correct aussi que ça soit un autre, mais ça, c'est vraiment des ressources qui sont super bonnes pour vous faire des petites mini-leçons. Ça, c'est si on croise les doigts que ça n'arrivera pas, mais si jamais on retourne en virtuel, juste un petit rappel du respect du droit d'auteur en virtuel. Donc, ce sont des capsules provenant de l'émission La citoyenneté numérique. Et je termine avec le formulaire de rétroaction que je vais vous mettre dans le clavardage. Alors, et je vous remets mes coordonnées. Si vous avez des questions, oui, celui d'André Poulain. Ah, il est tellement bon. Je l'ai mis d'ailleurs dans la liste, Louise, le ressource d'André Poulain. Donc, je vous mets le formulaire de rétroaction dans le clavardage. Merci beaucoup pour votre participation, votre collaboration, vos échanges. C'est votre participation qui fait que cette formation-là, elle est riche et que j'espère qu'elle sera utile pour vous dès demain matin. Merci d'avoir été ici avec moi ce soir.